Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot. Léos Carax, des souvenirs du présent pour la beauté du geste, ce samedi dans Plan large avec Denis Lavant, Nelly Quétier et Judith Revaud-Dallon et aussi Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce plan large tout entier consacré au cinéma de Léos Carax. Ce fut un événement et une des grandes émotions du dernier festival de Cannes. Il est enfin sorti en salle ce mercredi du haut de ses 42 minutes, le nouveau film de celui qui, depuis 1984, est apparu successivement en jeune Rimbaud, en poète maudit, en disparu corps et âme et en revenant aux allures de mythe vivant, prenant presque symboliquement, et il faut voir la ferveur des jeunes gens qui assistent à chacune de ces apparitions, la place d'un Jean-Luc Godard disparu, avec lequel il poursuit dans ce film un dialogue ininterrompu depuis avant même ses premières images, reprenant formellement, mais avec beaucoup plus d'humour et d'amour, la structure de ses histoires du cinéma et autres livres d'images. Comme Léos Carax nous y invite, que cette exclamation en forme de dénégation enfantine « c'est pas moi », nous l'avons comprise comme un « c'est nous », ces 40 ans que nous avons passés avec ces images et ces sons, son ciné-romantisme hanté par l'amour, la mort et les fantômes de la vie comme du cinéma, Plan large vous propose de vous y replonger en 6 stations et autant de longs métrages, de l'inaugural Boy Meets Girl à la provisoire Kodak et Annette, en compagnie de son double et muse Denis Lavant, de sa monteuse depuis ses débuts ou presque Nelly Quétier et de son exégète et étincelle de ce dernier film en date, Judith Revaud-Dallon. En fin d'émission, Mathieu Macheret, le plus romantique d'entre nous, fera dans sa chronique vibrer l'amour à mort de l'Empire des Sens, le sublime et sulfureux chef-d'œuvre de Nagisa Oshima. Mais pour l'heure, tout commence comme il se doit, par une première fois. On se voit pour la première fois. Il n'y a que les premières fois qui m'intéressent. Alors oui, tu vas pas faire l'enfer. Si j'avais un enfant, je le laisserais tomber après son premier mot. Pendant des années, j'ai voulu faire l'amour. Puis un jour, je l'ai fait. C'est comme... Sauf non, c'est le contraire. Les rêves formidables la nuit. J'ai jamais cherché à les réaliser, juste à les refaire les nuits d'après. Tu veux du thé? Je veux bien. Avec une tasse. Quelqu'un a coupé l'étiquette. Impossible de savoir ce que c'est. Je t'ai vu tout à l'heure, dans la salle de bain. C'était impressionnant. Alors l'espion, c'était toi? Ça m'arrive plus souvent depuis que je suis à Paris. Toi, jamais? Je suis trop heureux pour ça. Trop heureux? Oui. Non, trop heureux. Tu es pas de Paris? Tu es d'où? Blois, dans le Loir-et-Cher. Je suis venue à Paris il y a 1 an pour vivre avec mon ami, un Parisien. Et puis j'espérais faire des publicités, mais pour l'instant ça ne marche pas. Une fois, ça a failli, pour le chocolat veau d'or. Mais quand ils ont vu ma dent, une autre fois pour une crème de beauté. Mais quand ils ont vu mes rides, Quelle ride? là au fond, Ah oui? ah oui, 5, ce sont des rides d'enfance. Moi, je suis cinéaste. Dans le cinéma ou la vidéo? Non. Si tu veux, pour l'instant, j'invente les titres des films que je vais faire. C'est votre voix qu'on entend là, celle en tout cas que vous aviez il y a 40 ans. Bonjour Denis Lavant. Bonjour. C'est votre première incarnation face à Mireille Perrier d'un Alex dans le cinéma de Léos Carax. Ah oui, premier Alex. Premier Alex. Dans Boy Meets Girl. Dans Boy Meets Girl. Alors on l'a entendu dans Boy Meets Girl, Alex est cinéaste en devenir. Qu'est-ce qu'il y a de vous et de Léos Carax dans ce personnage? Il y a beaucoup de Léos. Hein. Comme dans la plupart des personnages que j'incarne,
Sauf que là, c'est notre première rencontre. Alors, il y a beaucoup plus de Léos que de moi, parce qu'on ne se connaissait pas encore. Ou plutôt, il ne me connaissait pas encore. Et après, il y a des scénarios, des personnages qu'il a forgés pour que je les interprète. Là, c'était une première rencontre. C'était la première fois qu'il choisissait un interprète pour son alter ego, en fait. Et donc, moi, le personnage m'y retrouve un petit peu, parce que il y a des choses qui me sont, comment dire, que je conçois, qui font partie de mon imaginaire, une culture, une époque, comme le fait que le personnage vole des disques de Barbara à la Fnac, un rapport à l'univers de l'enfance, à la superstition enfantine. Mais là, effectivement, le fait de brusquement de dire je suis cinéaste, j'invente des films que je vais faire, c'est vraiment c'est de me déplacer vers Léos. Et c'est ce que j'ai fait un peu dans tous les films, en fait, de trouver un point de connivence entre son imaginaire et le mien, et aussi mon corps qui portait son imaginaire, notre imaginaire mis en commun à travers les personnages d'Alex. Et quel souvenir vous gardez du jeune homme de 23 ans qui est alors Léos Carax? Déjà pas très causant, si on croit ce que vous avez raconté du tournage, Denis Lavant. C'est pas seulement de lui que j'ai un souvenir, c'est de notre confrontation. C'est de la manière dont moi j'étais comédien de théâtre avant tout. Dans le mouvement, dans le geste, dans le débordement, et parce que moi il y avait cette rencontre possible au cinéma avec Léos, qui avait pas une grande expérience du matériau comédien, quoi, de l'impondérable comédien, je dirais, avec effectivement ce côté vivant, versatile, et donc cette confrontation entre une grande comment dire, réserve, sobriété d'expression de la part de Léos, où il va à l'essentiel, où déjà, comme dans le titre de C'est pas moi, où il y a quelque chose, un propos à l'emporte-pièce, mais qui retentit, qui résonne très largement. Comme là, personnellement, je me disais, ah oui, le truc, comment dire, je suis trop heureux pour ça. Il y a déjà de se méfier énormément du langage, c'est-à-dire de voir les doubles sens qui peuvent retentir à travers les mots. Et c'est sous ce signe-là qu'on s'est rencontré avec Léos, c'est-à-dire dans le mutisme. Et dans le mutisme, et en fait, et en même temps dans quelque chose qui retentissait, qui nous liait dans une sorte de magie du quotidien. Le fait, je me rappelle très bien dans l'appartement de Alex à cette époque-là, il y avait un plan de Paris avec les moments importants qui notaient. Les premiers rendez-vous. Là, j'ai poussé mon pote dans la scène, ce qui s'est passé dans le film d'ailleurs avec comment il s'appelle, j'oublie son nom. C'est pas grave. Le double, en fait, le double d'Alex, parce que moi je suis le double de Léos, mais Alex lui-même a son double noir qui intervient dans Boy Meets Girl, dans Mauvais Sang aussi. Et voilà, oui, il y aura beaucoup de doubles dans le cinéma de Léos Carax. Bonjour Julie Treveau-Dallon. Bonjour. Vous êtes, je cite votre titre officiel et à rallonge, la responsable des cinémas du département culture et création du Centre Pompidou. Vous êtes à ce titre à l'origine lointaine de ce qui est devenu C'est pas moi, manière pour Léos Carax de répondre en négatif à la question que vous posez traditionnellement aux cinéastes que vous invitez en rétrospective. Où en êtes-vous? Rétrospective et exposition, comme on la regrette, qui n'ont pas eu lieu pour cause de pandémie mondiale. Mais pour revenir à cette première fois, qui est Léos Carax quand il apparaît à 24 ans dans un cinéma français où, on le rappelle, François Truffaut vient de mourir, un cinéma français gagné par un certain retour de l'académisme. On le range un peu vite peut-être, il me semble, avec Luc Besson et Jean-Jacques Benex, dans les tenants d'une esthétique publicitaire, dans un style dit néo-baroque, comme le théorisait alors un autre Revaud-Dallon, Fabrice. Je crois qu'il est un grand romantique. D'abord et avant tout, ce premier film pose Boy Meets Girl, des influences qu'on retrouvera dans la suite de son travail et qui sont essentielles. Celle notamment du film noir, l'importance de la nuit, l'importance de l'amour et des premières fois, les jeux de langage dans lesquels on se perd, avec lesquels on joue, le risque de la mort, l'acrobatie. Voilà, c'est, je pense, quelqu'un qui pose là un langage qui est à la fois poétique, héritier d'un certain cinéma, qui est aussi, je pense,
pas sans lien avec ce qui se passe aux États-Unis à la fin des années 70. Autour de la no wave, voilà, il y a aussi quelque chose d'assez expérimental, peut-être d'un peu punk, dans ce que Carax tente là pour ce premier film, et puis évidemment l'amour du cinéma muet qui traverse complètement le film. Jusqu'à ce visage de Mireille Perrier filmé comme la Jeanne d'Arc de Drière, et les visages de femmes peupleront, de femmes aimées, peupleront les films de Carax. Donc je dirais que il n'appartient pas à un courant. C'est un jeune cinéaste héritier de la poésie, du romantisme, de la musique. Bowie est très présent. Bowie est très présent et il va l'être encore plus. Excusez-moi, oui, j'ai retrouvé. Le double, c'est Thomas. Qui est dans Thomas l'Obscur de Blanchot et Thomas l'Importeur de Cocteau. Donc voilà, on est en poésie encore. Cocteau, grande influence aussi du cinéma de Léos Carax. Alors ce geste de Boy Meets Girl, Léos Carax va l'amplifier 2 ans après. C'est l'époque où il enchaîne très facilement les projets. Et cette fois-ci, ce sera en couleur. J'aime bien tes lèvres mouillées. Comme celles des actrices autrefois. J'ai pris un méchant coup. Depuis toute petite. Quand je commence à pleurer, je peux plus m'arrêter. Je suis un peu hémophile pour ça. Anna. Regarde-moi. Ravale tes larmes. Tu m'entends, Anna? Ravale tes larmes. Tu es ventriloque? Je veux te voir sourire. Tu connais le coup de la pomme? Tu connais le coup de la pomme? Tu connais le coup de l'ananas? Non. Cette fois, c'était après Mireille Perrier, Juliette Binoche qui parlait et qui pleurait. On sait combien Juliette Binoche pleure bien à l'écran. Il y a des mouchoirs en papier de toutes les couleurs et une pluie de fruits et légumes. C'est Mauvais sang, vraiment le film d'une génération, celle des années 80, qui parle autant de l'épidémie de sida que de la persistance, là encore, d'une mémoire du cinéma. Et c'est avec ce film, Nelly Quétier, bonjour. Bonjour. C'est avec ce film que vous rentrez. Bonjour, Denis. Ça va, Nelly. Oui, Nelly Quétier est à distance, donc on ne l'a pas avec nous dans le studio, mais on vous entend. Bonjour. On vous entend très bien. C'est avec ce film, Nelly Quétier, que vous rentrez dans la bande de Léos Carax. Vous n'aviez pas fait Boy Meets Girl. Quel souvenir vous avez de ces images qui vous arrivaient au fur et à mesure? Parce que je crois que vous montez les films de Léos Carax en même temps qu'il les tourne. Oui, ça c'est le seul réalisateur avec qui je le pratique et avec qui ça se passe bien. Je commence en général une semaine après le début du tournage. Et sur Mauvais sang, notre premier film ensemble, c'était une époque où il y avait des projections de rush à la fin des journées de tournage. On se retrouvait dans une projection et on voyait quelques prises des plans. Et je dois vous avouer que c'était vraiment des moments merveilleux de voir ces plans sur grand écran. Et surtout, ces plans sur Mauvais sang, c'était très particulier. Je n'ai pas retrouvé ça sur les autres films ou même sur d'autres films. C'était des plans souvent qui avaient un début, un milieu et une fin. Et ils étaient
assez époustouflant à voir. Léos travaillait avec Jean-Yves Escoffier, qui malheureusement est parti, n'est plus là. Son directeur de la photographie. Oui, son directeur de la photographie. Et c'était des moments très forts, très très forts pour moi, jeune monteuse. J'avais monté qu'un long métrage à l'époque, donc c'était très impressionnant. Et je connaissais pas Léos et on a appris à se connaître à travers ce film. Et voilà. Alors les plans devaient être d'autant plus impressionnants qu'il vous en fait faire beaucoup, Denis Lavant, dans ce film. Autant dans Boy Meets Girl, vous étiez cadré de manière assez statique. Là, il vous fait courir, il vous fait sauter en parachute, il vous fait faire le ventriloque, on vient de l'entendre, conduire une moto. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait là-dedans, Léos Carax? C'était vous déplacer à chaque fois? C'est d'incarner un personnage qui soit dans une dynamique absolument romantique, comme vous disiez tout à l'heure, et donc de pousser les limites même de ce dont il me pensait capable, qui m'avait vu un peu expérimenter entre les prises sur Boy Meets Girl, c'est-à-dire marcher sur les mains, faire le flic-flac, faire des bêtises, des bricoles comme ça. Et j'ai passé mon permis de moto, j'ai passé un brevet de parachute, j'ai couru tous les matins avant le tournage, ce que je déteste faire. Et voilà, une fois que j'ai compris, c'est-à-dire, je me suis réellement déplacé pour ce rôle et ça en valait la peine. Parce que on a imprimé un personnage et puis un film a une qualité d'image, une originalité, une personnalité qui apparaît de Léos dans ce film. Et moi, ça a changé ma vie aussi, forcément. Parce que je suis apparu pour beaucoup de gens à travers ce film qui ont un peu cru à tort que c'était moi. Oui, que Léos Carax c'est pas moi non plus. était venu vous chercher dans la rue et que vous étiez Absolument. sa créature. Ouais. Alors, ces plans sont effectivement très originaux et très forts quand on les voit. Et en même temps, il y a ce sentiment du déjà-vu que cherche toujours Léos Carax. Il le dit dans C'est pas moi, je cherche à faire des plans déjà-vus comme un souvenir du présent. Il l'a dit plusieurs fois, avant même C'est pas moi, dans ses rares rencontres avec des journalistes ou avec le public. Et on a ce sentiment, Judith Revaud-Dallon, que dans ces plans se sédimente, alors vous l'avez dit un peu tout à l'heure par rapport au cinéma muet, mais pas seulement, il y a toute une histoire des images qui se sédimente à chaque fois dans les plans de Léos Carax. Absolument. Alors là, dans Mauvais sang, évidemment, la référence au film noir est encore plus présente que dans Boy Meets Girl, de par l'histoire que le film développe. Et puis, ici, il y a aussi vraiment Godard. Avec l'apparition de la couleur, avec Michel Piccoli, avec le jeu sur des traces comme ça de films noirs, de mystères, d'enquêtes, de coups à monter et de femmes fatales. Voilà, il y a vraiment toute une histoire qu'il transporte. Le cinéma muet est toujours très présent lui aussi, à travers le visage de Juliette Binoche, qui pourrait évoquer notamment celui de Louise Brooks, avec sa coiffure et pourquoi pas encore beaucoup d'autres, avec la présence de Chaplin. Vous vous souvenez de cette très belle scène avec Mireille Perrier et l'enfant qui apprend à marcher et pour revenir et Alex qui titube comme un enfant. Et Alex qui titube comme un enfant devant l'enfant qui fait ses premiers pas. Et pour revenir à ce que vous disiez avec Denis, c'est beaucoup un film sur... il le dit d'ailleurs, c'est dit dans le film à un moment, le sourire de la vitesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que le mouvement ? On peut le décomposer, il y a des références à la chronophotographie. Et puis, qu'est-ce que l'accélération jusqu'à l'envol ? Et avec cette fameuse citation, tu crois qu'il existe l'amour qui va vite, mais qui dure toujours. Alors, vous parliez de Chaplin. On pourrait dire que le film suivant est une sorte de remake des Lumières de la ville. Il y a les orchestres plein la ville. Tu veux pas qu'on aille à la Bastille ? Non, on est mieux ici.
Les grandes amours contrariées d'un vagabond et d'une aveugle, ce n'est pas seulement dans les lumières de la ville, c'est aussi dans Les Amants du Pont-Neuf. On est sous les feux d'artifice parisiens du bicentenaire de la Révolution française. Deux marginaux, pour ne pas dire franchement des clochards, tirent des coups de pistolet juchés sur la statue équestre d'Henri IV, dit le Vert galant, et courent et dansent encore sur du Fayrouz, du Iggy Pop et d'autres musiques. Encore, Les Amants du Pont-Neuf, c'est un peu le début des ennuis pour Léos Carax et pour son équipe aussi. C'est un peu son Apocalypse Now, tournage interminable de 3 ans, interruption pour blessure, décor emporté par une tornade. On se remet comment d'une telle aventure, Denis Lavant, qui est presque un point de non-retour dans la méthode de travail, la recherche de perfection du cinéaste qui est alors Léos Carax? On s'en remet jamais, quoi. De toute façon, comme chaque aventure intense et forte, je pense que chaque film que j'ai fait avec Léos, c'est une aventure artistique et humaine à part entière. Mais Les Amants, ça a été une descente aux enfers un petit peu. Mais des fois, il faut passer par là. C'est-à-dire, je regrette pas d'être passé par là. Même c'était extrêmement éprouvant. J'en garde un souvenir d'une intense solitude. Parce qu'on était quand même que Juliette et moi pendant tout le tournage sur la Brèche. Et voilà, à Paris, sur le vrai Pont-Neuf, sur le décor qui était construit près de Montpellier, à Lansargues. Et c'était un truc inénarrable. Je me suis pris à le raconter, des fois, ce tournage, des fois à des gens dans le train. Et je peux en parler pendant des heures et des heures, parce que j'ai tout ça encore en moi, en tête. Et c'était un moment hors du temps. Et le film, d'ailleurs, demeure hors du temps. Pour moi, curieusement, c'est un des films qu'on me rappelle le plus. Les gens, ils disent « Ah, vous êtes l'amant du Pont-Neuf ». Voilà, c'est resté quelque chose qui me colle à la peau, quoi. C'est une belle définition pour vous. Denis Lavant, Nelly Quétier, vous avez participé à cette aventure. Vous nous entendez, Nelly Quétier? Oui, je vous entends. Oui. Comment est-ce qu'on maintient le souffle, l'énergie, l'envie de faire un film pareil quand il dure 3 ans et qu'il y a autant d'obstacles, hein? Oh, ça durait même plus que 3 ans. Oui, parce que vous avez fait le montage après. Oui. Pour moi, j'ai été mobilisée pendant 4 ans. Mais il y avait une telle énergie. Soit l'énergie était donnée par Léos ou les acteurs, soit l'énergie était donnée par les techniciens. Il y avait quelque chose de très très fort qui a été assez unique sur ce film. On a recréé une vie à part. On était dans ce petit village à Lansargues. On avait accès au cinéma, on se faisait les projections de Roche quand on voulait, même la nuit. De temps en temps, on projetait des morceaux de montage. On continuait à travailler. Moi, j'avais la salle de montage dans le village, qui était à 3 km du tournage. Enfin, voilà, on vivait en autarcie comme ça, et c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure humaine. Ça, c'est sûr. Et là, en ce moment, je suis assez heureuse que les gens voit le film, enfin. Parce qu'au moment de la sortie, il y avait tellement d'histoires que les gens ne parlaient que de l'histoire de la fabrication de ce film, mais ne parlaient jamais du film. Et là, c'est en train de changer. Oui, et puis rappelons quand même, on dit à l'époque qu'il fait un désastre en salle, il fait quand même 900 000 entrées. Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui seraient ravis d'avoir ce genre de désastre. Vous écoutez France Culture Plan Large et tout entier consacré à Léos Carax, qui mettra du temps, 8 ans, à se remettre en selle après Les Amants du Pont-Neuf. Peut-être parce que quand il allait voir les producteurs, on lui tenait ce genre de discours. Marguerite ? Mon Pierre, comme je suis heureuse de vous voir. Moi aussi. Comment il va? Marguerite, j'ai besoin d'argent. Vous? Maintenant, pour ce qui est de votre nouveau projet, vous aimeriez avoir une avance, mais ce serait bien volontiers, croyez-le, Pierre. Mais tout ce que vous me dites de ce livre est terriblement confus. Laissez-moi vous dire, Pierre, vous m'inquiétez. Votre allure, vos propos, je vous reconnais plus. Votre envie de cracher au monde sa sinistre vérité. Elle est vieille comme le monde, justement. Vous connaissez la phrase de Musil? On ne peut en vouloir à son époque sans en être aussitôt puni. Méfiez-vous. Vous rêvez d'une œuvre de maturité. Mais votre charme, Pierre, c'est d'être en pleine immaturité.
Vous rêvez à présent d'incendier je ne sais quoi. Vous vous élevez au-dessus de votre époque, comme un nuage fulgurant, en laissant tout le monde dans l'effroi et dans l'admiration. Mais vous n'êtes pas né pour cela, Pierre. D'ailleurs, vous n'y croyez pas vous-même. C'est Patachou qui, dans Paula X en 1999, tenait le rôle de l'éditrice de Pierre, un jeune écrivain qui a connu son succès, et tente à présent de revenir avec une œuvre rageuse qui dirait la vérité à ce monde pourri. Un film qui commence d'ailleurs par une citation avec une très godardienne encore, voix sépulcrale qui cite Hamlet sur des images de bombardement de cimetières. Le siècle est détraqué, au sort maudit qui veut que je sois né pour le remettre en ordre. Léos Carax se renouvelle en apparence. Il adapte pour la première fois un texte qui n'est pas de lui, Pierre ou les ambiguïtés d'Herman Melville. Il se passe de vous, Denis Lavant, oui, puisque c'est Guillaume Depardieu qui incarne un double possible du cinéaste. Les critiques sont alors assez désappointées, même parmi les fans qui déplorent une vision caricaturale de l'artiste maudit. Et c'est pourtant un de ses plus beaux films, si ce n'est le plus beau. Et je ne suis pas le seul à le penser, puisque Jacques Rivette y verra à l'époque, je le cite, le plus beau film français de ces 10 dernières années. Vous partagez l'avis, Julie Trevaud-Dallon ? C'est un très beau film et qui évidemment porte la trace de l'histoire dont vous venez de faire part autour des Amants du Pont-Neuf, qui transporte à travers l'histoire de Pierre, celle d'un artiste qui s'enfonce peu à peu, qui par souci d'intégrité, par volonté de rechercher une vérité intérieure et profonde, s'enfonce aux yeux de la société. Donc oui, c'est un film très beau, très noir, où apparaissent aussi de nouveaux visages. Vous l'avez dit, Guillaume Depardieu, Catherine Deneuve, et puis un visage de femme, Delphine Juillot aussi, et un visage de femme qui va être très important également, qui est celui de Yekaterina Golubeva, qui jouera la demi-sœur que Pierre rencontre en chemin et avec laquelle son destin va basculer. Alors des doubles, il y en a, on l'a dit, beaucoup dans le cinéma de Léos Carax. Mais ici, c'est un film particulier parce qu'il existe en double, lui aussi. Une version alternative a été remontée pour Arte sous le titre de Pierre ou les ambiguïtés. Ça avait été prévu pour être diffusé en 3 épisodes comme un feuilleton. Et puis Arte a décidé de tout diffuser à la suite en une seule soirée. Comment s'est passé ce remontage, Nelly Quétier, surtout dans le premier chapitre où les plans, là encore, se dédoublent, justement. Ils reviennent à plusieurs reprises à des moments différents dans la narration, Nelly Quétier. Alors moi je n'ai pas fait la version Arte. Ah oui. J'ai pas monté la version Arte. Pendant que Léos montait la version Arte, moi je montais Beau travail de Claire Denis. Donc j'étais encore avec Denis Lavant. Ah oui, voilà. tout de même. Oui, voilà. Il y a une continuité. D'après Melville aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord. Mais vous gardez quel souvenir, vous, du montage de ce film-là, Paula X? Il y a notamment des plans nocturnes sublimes avec Yekaterina Golubeva. C'est des plans qui ont été truqués, quoi. Qui ont été tournés pas en nuit américaine, mais et il y a eu beaucoup de travail. À l'époque, le travail sur les VFX était pas aussi abouti que maintenant, et je me souviens que qu'il y avait un gros travail de recherche pour obtenir cette obscurité qui n'a pas été simple. Il y a aussi beaucoup de travail pour obtenir la rivière de sang où Katia est emportée. Il y avait, c'était les débuts du travail de Léos avec les VFX, mais qui n'était pas encore au point, on pourrait dire. Oui, pour ce qu'il cherchait. C'était déjà quand même pas mal à voir sur l'écran. Vous êtes allé le voir à l'époque, ce film, Denis Lavant, ou vous aviez besoin de vous tenir un peu éloigné du cinéma? Non, moi j'ai découvert en fait la version dont vous parliez, qui a été faite pour Arte, c'est-à-dire en 3 parties, que j'ai vu d'un bloc. Et c'est la première fois que je voyais un film de Léos de sang-froid, sans être en train de me rappeler, de me juger, d'être à cran, de voir comment ça jouait, quoi. Et j'étais épaté, vraiment, parce que j'ai complètement apprécié le propos de Léos, son esprit, son inventivité, son acuité aussi par rapport à l'époque, parce que c'est Pierre ou les ambiguïtés, mais qui parle aussi des conséquences de la guerre en Bosnie.
il transpose ça dans ce contexte-là, quoi. Et c'est tout le temps passionnant. Puis effectivement, de commencer le film par une citation d'Hamlet que j'adore, quoi, qui me parle complètement. Je veux dire, le monde est hors des gonds, sort abominable que j'ai soigné pour le mettre en place. C'est fabuleux, quoi. Non, j'étais espanté, pour parler vulgairement. C'est très joli mot, espanté, on le prend. Alors vous n'êtes pas resté très longtemps éloigné quand même de son cinéma, hein, de 200 fois. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, mais 200 shows, vous allez y retourner très vite. Cet homme qui sème panique et désolation au cimetière du Père-Lachaise sur la musique bien connue de Godzilla. Les passants outragés l'ont reconnu et nommé, c'est Monsieur Merde, et c'est vous, Denis Lavant, qui... Je vois que vous maîtrisez encore le merdogo. Ah ben, je suis bien le seul à le maîtriser encore. C'est le troisième rendez-vous de Holly Motors en 2012, mais le personnage est apparu avant, en 2008. Oui, c'est nos retrouvailles avec Léos. Sous les traits de Monsieur Merde, qui est le personnage le plus fabuleux que j'ai jamais joué, qui m'a jamais été confié. C'est comme si je le portais en moi depuis le début. Que tout mon itinéraire à travers le théâtre de rue, la commedia dell'arte, la poésie et le cinéma, c'était pour aboutir à cette incarnation épatante. On peut dire que c'est une version ultime de la figure burlesque du vagabond de Charlot, justement. C'est le Charlot punk des débuts. Exactement, tout à fait. C'est un personnage un personnage urbain qui fout le bordel comme ça de façon inconséquente et avec une grande générosité et sans méchanceté, je dirais, comme ça avec quelque chose de très enfantin mais de destructeur aussi. En tout cas, il y a une façon magnifique de Léos Carax de revenir dans le cinéma alors qu'on le disait perdu à jamais, en disant merde au monde et en incarnant. C'est donc une des 10 incarnations ensuite, après donc son apparition dans le film collectif Tokyo, une des 10 incarnations de Denis Lavant dans Holly Motors. Une désincarnation. Une sorte de désincarnation. En tout cas, des incarnations qui sont autant de genres cinématographiques et de façon de les filmer. Alors là, je vais vous citer, Judith Revaud-Dallon, puisque vous avez consacré un livre entier à ce Holly Motors, des morceaux épars de rengaine déjà joués, à la fois sidérantes et exténuées, que le film fait scintiller et délirer avec l'énergie folle du désespoir d'une dernière fois, quand bien même il condamne à l'éternel retour. Et avec ce film, on est à la fois, Judith Revaud-Dallon, dans une sorte de mythologie mélancolique du cinéma et dans la nécessité absolue d'y croire encore. La nécessité absolue d'y croire encore, alors que tout porte à abandonner l'univers de la fiction. La fiction craque de partout, en gros, dans Holly Motors. Hein, elle est boursouflée, elle est malmenée, elle est conduite par une centrale dont on ne sait rien. Elle est au bord de l'explosion. Et pourtant, c'est encore là que les émotions existent. C'est encore là que les 11 incarnations de Denis Lavant, qui est revenu très très fort dans le cinéma de Léos, vibrent et font vibrer les autres qu'ils croisent en chemin. Donc oui, c'est à la fois le constat de la fin de quelque chose et la volonté, la nécessité d'y croire encore, peut-être comme à toute mythologie, je ne sais pas. Après, moi je crois aussi que c'est profondément un acte, que le Monsieur Merde, c'est un acte de réinvention de Léos Carax, qui se dit aussi merde à lui-même, quoi.
Nelly Quétier, là pour le coup c'est aussi une aventure de montage incroyable que ce film Holly Motors, parce que chaque incarnation est un petit moment de langage cinématographique qui va alors du polar, du film virtuel, du documentaire social, enfin tout y est. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois il fallait réinventer comment monter ce film, Nelly Quétier ? Oh bah c'était déjà induit dans la façon que Léos avait tourné les séquences. Hein. Il y avait déjà quelque chose qui était là et c'était assez jouissif comme montage. C'est quoi pour moi de toute façon le Monsieur Merde et Holly Motors, c'est deux moments où je trouve que l'humour de Léos explose et ça me met vraiment en joie quoi. Il y a des moments dans Holly Motors qui sont quand même très drôles et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et Denis, de voir toutes ces facettes de Denis, qui pour moi, Denis est un grand acteur qui sait tout faire de son corps et qui sait dire la poésie. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et Léos souvent lui disait, mais encore plus vite. Et il arrivait à faire plus vite, il a posé le petit doigt là où il fallait poser le petit doigt. C'était quand même assez extraordinaire. Et le film s'est tissé comme ça. Mais il y a quelque chose qui nous a un peu échappé, je dois vous dire, parce on était un peu short dans le temps pour le présenter à Cannes. Et au moment des projections de Cannes, on s'est rendu compte de l'impact qu'avait le film sur les spectateurs. Et là, c'est quelque chose qui nous avait un petit peu échappé, que le film parlait autant de l'histoire du cinéma. Oui, accueil enthousiaste à Cannes, on s'en souvient, on y était et on était ravis de ce grand retour de Léos Carax, cadeau magnifique effectivement pour un comédien, Denis Lavant, de jouer tout ça. Oui, a priori, j'ai pas tout de suite perçu comme ça. J'ai déjà vu la chose effrayante qu'il y avait à incarner tous ces personnages sous le regard de Léos, c'est-à-dire avec son exigence, avec le peu de temps pour visiter chaque forme. Mais c'est Edith Scobb qui m'a affranchi de ça. Qui conduit la limousine. Ouais, qui fait mon factotum, agent, chauffeur, dont j'ai beaucoup apprécié la compagnie, qui dès les premiers essais qu'on a fait en limousine, en amont du tournage, elle m'a dit, mais... devant ma tête un peu anxieuse, à l'idée elle m'a dit, mais c'est formidable le cadeau qu'il vous fait. J'ai dit, ah bah ouais. Et après, on s'est engagé dans ce film avec notamment quelque chose qui, malgré tout, a imprimé une dynamique et une grande solidarité à toute l'équipe. C'est la disparition de Katia Golubova, qui a peu de temps avant le début du tournage, et comme quelque chose que j'ai pris comme quelque chose de sacrificiel quand même, mais de dramatique, tragique, et qui a conduit toute l'équipe à se resserrer et à être absolument solidaire de Léos, en sachant que c'était un film où on pouvait pas du tout se permettre de déborder, d'allonger le temps de tournage. Donc on s'est tenu vraiment au temps qui nous était imparti sans accident, et c'était un tournage pour moi dont j'ai un souvenir aussi limpide que mauvais sang. Il y avait aussi cette dynamique extraordinaire dans ce relais, quoi, ce passage de relais. Mais un magnifique partage de relais, et puis arrive ensuite le film, peut-être, qui a mis tout le monde d'accord. Bien, Nastia, ça va commencer. So, may we start? Time to start. One, two, three, four. So may we start? So may we start? It's time to start. High time to start. They hope that it goes the way.
Comme dans Holly Motors, c'est Léos Carax lui-même qui ouvre le bal d'Annette avant que les Sparks ne chantent le premier titre de cet opéra rock ou mélodrame, un genre avec lequel Léos Carax flirtait depuis longtemps. Il y avait eu ce projet sur les relations complexes entre David Bowie et Iggy Pop qui devait s'appeler Strong Girl, mais tout le cinéma de Léos Carax depuis le début en fait a maille à partir avec la musique, avant même ce grand moment de mélodrame, on s'en souvient avec Kylie Minogue à la Samaritaine dans Holly Motors. Judith Revaud-Dallon, le cinéma de Léos Carax, c'est un cinéma musical. Entièrement depuis les tout débuts. Boy Meets Girl déjà est plongé notamment dans Bowie, avec une magnifique séquence de Denis qui traverse un pont. Le pont Neuf. Voilà, le pont Neuf. Casque sur les oreilles. Casque sur les oreilles. Donc oui, la musique a toujours été présente. Léos a toujours dit qu'il aurait rêvé être musicien, que la musique n'a pas voulu de lui et que le cinéma, il ne le fait certainement pas par dépit, mais que ce n'est pas son rêve premier et que la musique l'accompagne toujours, à l'écriture, à chaque instant. Et cette volonté de comédie musicale, on la sentait poindre dans les films précédents, et elle explose là de très belle manière. C'était pas mal peut-être d'avoir retenu son geste si longtemps pour qu'il se déploie dans Annette. C'est en tout cas pour Léos Carax le film de la reconnaissance. Très longue ovation au Festival de Cannes devant un Carax manifestement pas très à l'aise de tant d'hommages déversés devant lui. Il en repart avec le prix de la mise en scène. 5 Césars 9 mois après, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur montage pour vous, Nelly Quétier. Un montage assez étonnant parce qu'il y a eu un premier film prévu pour Cannes et puis heureusement il y a eu le Covid qui est passé par là. Ça vous a donné tout le temps de vous confiner avec Léos Carax dans le sud de la France avec une petite table de montage. Heureusement, parce que le film était tellement complexe, il y avait tellement de choses chronophages, donc c'était un temps très très précieux, très précieux. Et pour en revenir à Holly Motors, sur Holly Motors, à la fin d'Holly Motors, il y a une séquence dans la Samaritaine où il y a avec Denis Lavant, Alex et Kylie Minogue qui chantent, c'est pas un playback, elles chantent vraiment. Et ces roches-là, on les a vues ensemble avec Léos, et ça, je m'en souviendrai toujours. On a eu les poils qui se sont dressés. C'était une telle émotion de voir en direct, de voir l'acteur chanter. C'était très beau. Et je pense que cette émotion-là, il l'a développée pour Annette, où là, tous les acteurs chantaient en direct. Il n'y a pas de playback sur Annette. Et ça vient de cette émotion-là. Et c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez inouï. Et on salue la prouesse technique de l'ingénieur du son, Erwan Kerzanet, qui a enregistré tout ça en direct. C'est aussi l'entrée dans le cinéma de Carax d'un de ses plus beaux et émouvants personnages, une poupée, l'Annette éponyme du film. Et celles et ceux qui ont assisté à Cannes à la projection de C'est pas moi vous ont vu Denis Lavant à la sortie dans un face-à-face très attendri avec elle, d'autant, spoiler alerte, qu'elle reprend dans le film un de vos plus fameux gestes de cinéma. Absolument, oui. C'est pour ça m'a ému, mais j'ai pas encore vu, je vous avouerai que j'ai pas vu le film Annette. J'ai loupé à sa sortie, j'étais au travail ailleurs, et en fait je rêve quand même de le voir sur grand écran, donc je vais attendre que la position. Mais j'ai rencontré effectivement l'interprète poupée marionnette avec qui j'ai tout de suite sympathisé et d'estime aussi en la voyant danser sur un air qui m'est connu, quoi. Je pense que le distributeur du film, les films du Losange, qui nous écoutent, vont vous arranger ça. Denis Lavant, une belle projection sur grand écran d'Annette. Judith Revaud-Dallon, ça valait le coup d'attendre que Carax réponde à votre question. Enfin, où en êtes-vous ? Et où en est-il, selon vous ? Alors, ça valait infiniment le coup. C'est pas moi traverse tout son cinéma. Il traverse aussi l'époque dans laquelle il a grandi et travaillé. C'est un film, vous le disiez, qui tient beaucoup à Godard. Il l'a fait au moment où Godard disparaissait. Donc voilà, beaucoup dans sa manière de traverser l'histoire du cinéma vient de là. Il est aussi beaucoup plus personnel et engagé que ses films précédents.
ou directement engagé, je dirais, puisque y apparaît de manière très nette et frontale la question politique, la question du fascisme et celle de la résistance. Et voilà, il appartient clairement à son époque, à ce qu'on vit là en ce moment. Et le film s'y inscrit pleinement. Il porte aussi beaucoup du projet d'exposition auquel on avait travaillé ensemble au Centre Pompidou. Et c'est magnifique de le voir exister à travers ce C'est pas moi. Merci à tous les trois, Denis Lavant, Nelly Quétier et Judith Revaud-Dallon. Judith Revaud-Dallon, on vous laisse partir et rejoindre le Centre Pompidou et le week-end Marvel que vous y avez orchestré avec des projections et des rencontres passionnantes pour aller un peu plus loin encore que le plan large que nous avions consacré au sujet il y a 2 semaines. Il reste des places pour ces projections, profitez-en. Votre essai sur Holly Motors est paru dans l'excellente collection Côté Film chez Yellowno. On lira aussi avec profit parce que sa vie excède de loin son long trajet avec Léos Carax, Les Échappées belles de Denis Lavant, publié aux Impressions Nouvelles. Quant à C'est pas moi, le dernier film en date de Léos Carax, même s'il n'est pas monté par Nelly Quétier, il est passionnant. On est très fiers à France Culture de le soutenir. Il est sorti en salle ce mercredi. Courez-y et surtout ne partez pas avant la fin du générique. La séquence qui le suit est encore plus réjouissante et émouvante que tout ce qui l'a précédé. Et pour en savoir un peu plus encore sur Léos Carax et les films qui l'habitent, sa liste de 50 films est disponible sur la Cinétech, la cinémathèque en ligne des cinéastes. La Cinétech qui ce mois-ci a confié l'exercice à Albert Serra, célèbre aussi le mois des fiertés avec le Harvey Milk de Gus Van Sant et propose une sélection thématique de métiers peu représentés à l'écran. Ça s'appelle À temps plein. Pour gagner des abonnements d'1 an de la Cinétech, c'est maintenant sur le compte Instagram de France Culture. Quelques annonces encore pour vous dire que s'ouvre le 18 juin 2 festivals à Paris, le Champs-Élysées Film Festival avec sa sélection de films indépendants américains et français et une belle rétrospective de Tueuses en court et long métrage, et sur la côte basque, la 2e édition du Biarritz Film Festival, Nouvelle Vague, avec l'actrice espagnole fraîchement récompensée à Cannes pour son incarnation de l'Emilia Pérez de Jacques Audiard, Carla Sofia Gascon, en invitée d'honneur. À la télévision, la chaîne Arte lance à partir du 17 juin la 3e édition de son Arte Kino Classics, avec 17 grands classiques du cinéma européen en version restaurée, dont les Rome Ville ouverte de Rossellini et Il Bidone de Fellini, qui ouvrent cette nouvelle saison. Et puis enfin, pour débattre d'où en est la critique cinéma, documentaire sur grand écran, vous propose mercredi à 18h30 au Forum des Images à Paris, une rencontre avec la rédaction cinéma du quotidien Libération, rédaction d'aujourd'hui et d'hier, le tout suivi de la projection des Cinéphiles de Louis Scorecchi. Ceci annoncé, il est l'heure d'encore un peu d'amour. J'ai pas d'idée. ごめん。もっと強く。もっと。もっと強く。もっと強く。もっと。もっと強く。もっと。もっと強く。
Et j'ai omis de signaler, que Denis Lavant, vous pouvez le voir en ce moment sur scène au théâtre de l'Atelier. C'est jusqu'au 14 juillet, joué Beckett. Fin de partie. Cette Sada, qu'en pleine extase son amant appelle après qu'elle l'a copieusement giflé à sa demande, c'est Abe Sada, l'héroïne authentique d'un fait divers sanglant qui en 1936 avait fait son bruit au Japon. Nagisa Oshima n'est pas le premier, avec l'Empire des Sens, à s'emparer de son histoire. Le complaisant sous-genre érotique du Pinku Eiga en avait déjà fait ses délices, mais il est le premier, sans aucun doute, à ne pas la regarder de haut, cette geisha, et à faire en 1976 de son histoire celle d'un amour fou, une véritable corrida de l'amour, pour reprendre le sens original du titre japonais Ai no Corrida. Mathieu Macheret. Et oui, Antoine, il est en effet très beau ce titre japonais, car en convoquant la corrida, Nagisa Oshima inscrivait la sexualité du côté du cérémonial, du rituel, c'est-à-dire un acte qui, dans son inlassable répétition, ouvre sur une dimension sacrée. On n'en attendait pas moins d'Oshima, cinéaste majeur de la modernité japonaise, grand destructeur qui, 5 ans auparavant, réglait son compte à la famille traditionnelle dans le bien nommé La Cérémonie en 71, et sut retourner contre la société japonaise les rituels qui en constituaient le ciment oppressif. De son style en perpétuelle mutation, la constante fut le tranchant, la violence polémique pétrie d'expérimentation plastique. L'Empire des Sens n'y déroge pas, mais on entrevoit dans les bas amoureux une autre forme de rituel, non plus social, mais subjectif, une danse de mort qui engage les corps élus et contient en soi une puissance inouïe de révolution du monde extérieur. L'Empire des Sens ouvrait dans la carrière d'Oshima un cycle de coproduction internationale où le recours au financement étranger était encore une façon de regarder le Japon droit dans les yeux. Et l'enjeu était ici de taille puisqu'il s'agissait rien moins que de représenter l'acte sexuel de façon explicite, chose qui devait être frappée d'interdit au Japon où la figuration de tels actes tombe sous le coup de la censure. Pour cela, Oshima trouve l'appui d'un producteur français, Anatole Doman, qui entrevoit là l'occasion de répondre sur le terrain de l'auteurisme au filon pornographique qui se répandait sur les écrans depuis l'adoption du classement X en décembre 1975. Pornographique, l'Empire des Sens l'est littéralement, mais en des termes qui prêtent peu à l'exhibitionnisme et au côté égrillard de vigueur. D'ailleurs, la subversion ici porte peut-être moins sur la présence d'actes sexuels non simulés que sur le regard qu'Oshima porte sur son héroïne. Non plus la sensationnelle nymphomane d'un fait divers des années 30, mais la splendide incarnation d'un désir féminin qui ouvre sur l'illimité. Sada Abe, ancienne prostituée, sert comme domestique dans la maison bourgeoise d'un maître de Tokyo et le surprenant en plein ébat, elle tombe amoureuse de lui. Ensemble, ils s'évadent et s'enferment dans une auberge pour vivre pleinement leur passion, multipliant les expériences, allant chercher la jouissance toujours plus loin. Abe développe surtout pour le corps de son amant, ça qui est intéressant, une ardeur et une avidité qui confinent à l'extase. La beauté du film, elle est de s'installer au cœur précisément de la relation sexuelle, à l'exclusion de tout ce qui ne la concerne pas directement. L'Empire des Sens prend ainsi un tour cyclique, répétitif, on pourrait dire, dans l'enchaînement des rapports, renouvelant à chaque fois la scénographie sexuelle et concentré sur, évidemment, tout ce qui se produit d'un être à l'autre au fil de l'accouplement, tout ce qui relie le sexe aux illuminations du visage, les postures à la possibilité qu'on les regarde s'accrocher, jusqu'aux usages de la parole comme ferment ou peut-être trahison du désir. Oshima ne prête pas le flanc au romantisme, il va directement au corps et dans ses manifestations diverses. Ce faisant, il ne s'attarde pas sur la contextualisation, il évite toute scène de transition. Et ce resserrement du film sur le rapport sexuel répond évidemment à une logique des personnages qui s'enferment délibérément dans leur quête de jouissance, dans leur obsession l'un pour l'autre. Mais pas seulement. En refoulant toute forme d'extériorité, Sada et Kichizo expriment un rejet absolu de la société dans laquelle ils vivent. Ce Japon des années 30 qui se militarise à grands pas et dont on n'aura qu'un aperçu tardif lorsque l'homme sort à la fin presque halluciné et qu'il croise un bataillon dans la rue. C'est sans doute là l'aspect le plus provoquant du film, envisager la sexualité comme une puissance d'annihilation capable de supplanter le monde extérieur, une force à même de faire taire jusque la réalité, de tout absorber,
de tout oblitérer. C'est un geste politique puisque le Kichizo qui s'enferme avec sa maîtresse se défait de sa condition bourgeoise. Il embrasse une pauvreté bohème dont les développements sordides ne se feront même pas sentir et qui ne signifie rien face au plaisir. Oshima multiplie les scènes où les amants sont en situation de faire l'amour devant des témoins ébahis, horrifiés ou envieux, mais cette présence d'un tiers ne fait qu'amplifier le gouffre patent qui les éloigne du monde social. Comme toute quête d'absolu, celle-ci est sans retour et son paroxysme ne peut que coïncider avec la mort. Et rien n'est ici plus beau et plus émouvant que ce moment absolument bouleversant où se produit une bascule, où on lit dans le regard de l'un une sorte de consentement à mourir, une façon de s'offrir en sacrifice à la jouissance de l'autre, de s'évanouir dans le corps de l'autre. Et la boucle tout à coup du rituel est enfin bouclée. Merci Mathieu Macheret. L'Empire des Sens est édité en Blu-ray et 4K Ultra HD en coffret Ultra Collector chez Carlotta Film, avec aussi dans le même coffret le film suivant de Nagisa Oshima, L'Empire de la Passion, un Pinku Eiga sur la même histoire, la véritable histoire d'Abesada de Noboru Tanaka, et un livre de 160 pages, La révolte de la chair de Stéphane du Ménildo. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.